Salut à vous tous, j'espère que vous allez très bien. Et tout ça, vous l'attendiez peut-être, cette deuxième partie de l'histoire des Afro-Canadiens. Alors donc, je vous rappelle le titre, Afro-Canadiens, l'histoire du Canada noir. Alors donc, c'est la deuxième vidéo de la série Men in Canada. Alors donc, nous allons poursuivre avec le 20e et le 21e siècle de la chronologie de l'histoire des Afro-Canadiens et tout ça. Alors donc, nous commençons au tout début du 20e siècle avec les des Afro-Américains, en effet, qui migrent vers les prairies et tout ça. Alors donc, ils fuient essentiellement les États du Sud. Alors donc, une grande majorité d'entre eux proviennent de l'État de l'Oklahoma et, en fin de compte, fuient essentiellement le racisme qui est essentiellement aux États-Unis et tout ça. Et ils vont aller migrer euh, principalement en Saskatchewan et en Alberta et vont fonder des communautés majoritairement noires. Alors donc, c'est l'exemple parfait de ce qui s'est passé à Amber Valley en Alberta. Alors, vu que ce flot migratoire et tout ça, parce que vers la fin des années 1900, on va avoir un énorme taux de migrants noirs qui vont fuir les États-Unis pour venir s'installer au Canada. Et vers 1910, le gouvernement canadien va adopter l'article 38 ou la loi sur l'immigration qui va dire, et je cite, va interdire l'accès au pays à toute race jugée inadaptée au climat ou aux exigences du Canada. Alors donc, vous voyez, c'est un petit peu un exemple de négrophobie raciste et de tout ce qui s'est produit au Canada. Mais effectivement, au fil de la vidéo, on va revenir sur certains faits qui ont été racistes, mais plus négrophobes, parce qu'on parle essentiellement la, de la ségrégation qui s'est produite envers les Afro-Canadiens. Alors donc, on va voir ça et on passe en 1912. Euh, alors donc, il va y avoir une première illustration internationale pour un Afro-Canadien. Alors donc, il se nomme Army Howard et il devient le premier noir athlète dans l'équipe olympique du Canada. Malheureusement, Howard va pas célébrer va pas avoir le temps de célébrer son moment de gloire à Stockholm parce que il subissait de la négrophobie, autant de la part des quotidiens que de ses coéquipiers blancs. Et malheureusement, comme résultat, il n'a pas pu se qualifier en finale pour le 100 mètres et pardon, le 100 mètres et le 200 mètres à cause de maux d'estomac. Tout ça. Alors donc, bien sûr, les années 1910 sont marquées par la Première Guerre mondiale et pour les Noirs qui veulent s'engager dans l'armée pour contribuer un peu au pays, ça va être très difficile parce que ce n'est pas tous les hommes noirs qui sont acceptés. Parce que on leur dit, bon, certains ont été acceptés, sont allés sur le front, mais pour certains, on disait que c'était une guerre d'hommes blancs et tout ça. Alors donc, une bonne guerre dans l'Occident, en Europe, et bref. Mais les Noirs ne vont pas se laisser abattre par
disons, leur volonté de contribuer au pays, d'aller sur le front et tout ça. En 1916, il va y avoir ce qu'on appelle la création du deuxième bastion. Et tout ça, alors donc, ce deuxième bastion va se situer principalement à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Et ça regroupe des hommes noirs de partout au Canada. Et malgré la création, les bonnes volontés du gouvernement en plus, et tout ça, les hommes, les soldats blancs, on va dire, ne souhaitaient pas, n'ont pas souhaité disons-le, leur venue sur le front. Et malheureusement, l'unité a dû rester en sol canadien. Tout ça. Ce qui suit après la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, je m'excuse, c'est bien sûr les années folles. Mais les années folles aux États-Unis sont marquées essentiellement par la prohibition aux États-Unis, dont on se débarrasse de tout l'alcool, tout ça. Et il va y avoir des Américains, noirs et blancs, qui vont partir soit en Europe ou au Canada. Et bien sûr, où ils allaient tous au Canada, c'était bien sûr à Montréal, qui était la plus grande ville de l'époque au Canada. Et on le surnommait le Paris de l'Amérique du Nord, puisqu'on y trouvait déjà des cabarets et bien sûr toutes sortes de divertissements à cette époque-là. Et pour les Afro-Américains qui viennent juste d'arriver, eh bien, ils vont aller rejoindre à ce qu'on appelle la communauté afro-canadienne de la Petite-Bourgogne. Alors donc, la Petite-Bourgogne, c'est un quartier de Montréal qui a été beaucoup marqué par la présence de la communauté afro-canadienne dans son histoire. C'est là où vont être nés les meilleurs jazzmen canadiens, Oliver Jones, Oscar Peterson, alors donc tous des grands musiciens noirs qui vont marquer l'histoire de la musique canadienne. Et avec eux, ils vont apporter la musique jazz, le big band, bref, tous ces musiciens noirs vont jouer devant une clientèle des cabarets majoritairement qui était blanche. Alors donc, vraiment, on ignore s'ils étaient bien payés ou vraiment, bref. Alors donc, on poursuit dans les années 40, alors donc principalement en 1946. Alors donc, 1946, c'est la célèbre arrestation de Viola Desmond. Alors donc, on entend beaucoup parler de cette femme-là, parce qu'elle a été arrêtée au Roseland Theatre à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, parce qu'elle s'est assise dans la zone du parterre qui était réservée majoritairement aux Blancs. Tout ça. Alors donc, toutes les Noirs devaient aller essentiellement siéger au balcon. Et cet événement-là ne marque peut-être les premières, disons-le, droits civils des Noirs au majoritairement les droits civiques des Afro-Canadiens. Mais ce n'est pas la première, disons-le, personne à se faire arrêter pour faire un tel acte disons-le, de bravoure que je dirais. Alors donc, le tout premier événement, c'est en 1860 à Victoria. Vous allez sûrement le reconnaître parce que je l'ai cité dans la première vidéo,
Alors donc, Mifflin Wester Gibbs et sa femme Maria et son ami Nathan vont être arrêtés. Alors donc, c'est les toutes premières personnes noires à faire cet exemple de bravoure-là. Et plus tard, en 1914, à Calgary, il va y avoir Charles Daniels qui va se faire arrêter pour la même affaire parce que ils se sont assis euh, ils se sont assis dans la zone du parterre du théâtre qui diffusait le film. Alors donc, disons-le que c'était pas... disons-le que la gang cause est récemment le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a récemment payé la taxe que demandait le juge lors du procès de Viola Desmond, alors donc soit 26 $. Et vraiment, ça l'a remboursé et finalement, ça l'a mis un petit peu un clou à ce dossier-là. Vers les années 50, j'ai pas trouvé des événements en lien avec les Afro-Canadiens, mais disons-le que vers les années 60, c'est là où les Afro-Canadiens vont s'exprimer en politique. Alors donc, on a le tout premier député provincial qui a été élu à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'était Leonard Brathwaite qui représentait la circonscription d'Ecopicook pour le Parti progressiste conservateur. Et ce député-là, le tout premier noir, va contribuer également à la fermeture des, des, des écoles ségrégationnistes euh, dans l'Ontario. Alors donc, vraiment, il a bien contribué à cela. Et 3 ans plus tard, après cette élection historique d'un noir à une assemblée, disons-le, provinciale, ça va être au tour de l'assemblée au niveau fédéral. Alors donc en 1968, Lincoln Alexander, alors donc qui est représentant de la circonscription Edmonton West, va être élu également sous la bannière progressiste conservateur. Et vraiment, cet homme-là, Lincoln Alexander, va être en politique fédérale très longtemps. Alors donc, vraiment de 1968 jusqu'à fin 70, vraiment, il est très impliqué, il est très aimé dans, peut-être peut-être aimé et haï, on ne sait pas. Mais en 1979, il va marquer à nouveau l'histoire dans la politique canadienne parce qu'il va devenir le premier noir à occuper une fonction ministérielle, soit ministre du Travail. Dans les années 70, alors donc principalement en 1975, on va inaugurer le musée Alamos Freedom Museum. Alors donc, c'est situé à Amosbourg. Excusez-moi pour la mauvaise prononciation du nom du musée, mais c'est situé à Amosbourg en Ontario. Et vraiment, c'est consacré totalement à l'histoire de la communauté afro-canadienne. Et vraiment, sachez que Amosbourg, ça a été une communauté afro-canadienne en Ontario. Et vraiment, si vous passez dans le coin pour l'été, vous pouvez aller visiter ce musée-là. Alors donc, très intéressant et enrichissant pour nous.
Alors donc, les années 80, on ne peut pas passer sous, disons-le, le phénomène de l'explosion du hip-hop sur la scène musicale. On parle moins de celle canadienne que... on parle plus celle américaine que moins qui est moins canadienne et tout ça. Alors donc, c'est en 1982 que un groupe nommé de Singing Fools va sortir la première chanson hip-hop de la musique canadienne qui se nomme de Bomb Rap et tout ça. Je ne sais pas si c'est disponible sur YouTube, mais j'aurais envie de le taper tout de suite après avoir fait cette vidéo-là. Tout ça. Alors donc, l'année suivante, en 1983, il va y avoir une station de radio torontoise qui se nomme CKLN FM qui va mettre en ondes l'émission de Fantastic Voyage qui est la première émission radiophonique consacrée à la musique hip-hop. Évidemment, les émissions radiophoniques vont se développer ailleurs au pays au fil de la décennie et tout ça. Et vraiment, la popularité du hip-hop canadien va décoller en 1989 grâce au titre Let Your Backbone Slide de Maestro euh, Fresh West. Alors donc, vraiment, c'est très populaire. Le vidéoclip va jouer sur Much Music. Vraiment, ça va être vraiment un carton pour cet artiste-là, cet artiste noir du Canada et aussi un peu aux États-Unis. Dans les années 90, on va célébrer, malgré qu'on célébrait depuis l'année 1976, c'est en 1996, soit février. Alors donc, on va finir l'année février. Alors donc, les 25 ans de la première édition de l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. Et vraiment, cette idée-là, c'est la députée fédérale Jen Augustine qui va proposer ça. Ça va être adopté en chambre l'année avant 1996. Et vraiment, c'est ce qui est ça. Alors donc, on va dans les années 2000. Évidemment, on ne peut pas passer tout droit de l'élection, de la nomination, je veux dire, de Michaëlle Jean, une noire d'origine haïtienne, qui va devenir la première personne noire à occuper le poste de gouverneur général. Et vraiment, on voit que de plus en plus, les Noirs se présentent en politique et vraiment c'est de l'engagement ferme qu'on fait. Alors donc, avant de devenir gouverneur général, sachez-le que Michaëlle Jean était une journaliste de la télévision d'État francophone Radio-Canada. Et vraiment, elle a quitté pour devenir gouverneur général pour 2005. Alors donc, le début des années 2010, alors donc on se rapproche de plus en plus, on est dans le 21e siècle et tout ça, alors donc il y a de moins en moins de préjugés ou presque envers la communauté afro-canadienne. Et en 2010, il va y avoir des actions de réconciliation envers les Afro-Canadiens. Surtout au niveau de la ville d'Halifax qui va s'excuser au propos
de la démolition d'Afriqueville. Alors donc, Afriqueville, c'était un quartier, essentiellement un quartier de la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Et ce qui s'est passé dans les années 60, c'est qu'on a emménagé des dépotoirs, des usines, et malgré de payer des taxes au niveau de la communauté noire, il n'avait pas d'aqueduc ou vraiment c'était très précaire ce quartier-là. Et dans les années 60, on les a déménagés. Vous allez dire c'est très affreux comme déménagement, mais on les a déménagés dans des camions poubelles. Bref, vraiment, je serais pas très heureux de déménager dans un camion poubelle, moi. Alors donc, l'année suivante, Viviane Barbeau, alors donc une autre haïtienne, va devenir la première personne à diriger un parti fédéral, dont le Parti québécois. Et elle ne sera que chef intérimaire et non chef tout court parce que l'autre est parti et pour l'instant, le temps que on élit un nouveau chef, il y a le chef intérimaire et Viviane Barbeau l'a occupé pendant quelques mois et malheureusement, sa carrière en politique s'est arrêtée brusquement parce que elle a été défaite dans une élection partielle qui mettait en liste comme candidat un certain Justin Trudeau qui lui a volé son poste de la circonscription de Papineau. Mais quand même, ça fait des avancées. Et plus plus on avance dans les années, j'aurais pu parler du Black Lives Matter, mais vraiment, c'est l'élection de deux femmes en politique autant que provinciale et fédérale. Alors donc, on a Dominique Anglade, alors donc qui est d'origine haïtienne et qui est la première femme à diriger le Parti libéral du Québec, mais aussi la première personne à diriger une formation politique au niveau provincial. Alors donc, Madame Anglade était déjà dans le parti et disons-le que, petite anecdote, son candidat était pas très connu et alors donc il a déclaré forfait et ce qui a mené à l'élection de Madame Anglade et tout ça. Et pour l'instant, elle fait, je peux vous dire, un excellent travail en matière de chef d'opposition à l'Assemblée législative du Québec. La deuxième femme en question qui a été élue et tout ça, c'est Annamie Paul. Alors donc, Annamie Paul est la première personne noire à diriger une formation politique au niveau fédéral en tant que chef tout court. Il faut se rappeler que Viviane Barbeau était chef intérimaire et maintenant on a une personne noire qui est chef officiel d'une formation politique. Alors donc, elle devient chef du Parti vert et du Parti vert du Canada. Et pour l'instant, on peut vous dire que vraiment cette formation-là, vu que Madame Annamie Paul, elle est bilingue, on s'attend peut-être à une attirance une attirance du vote francophone dans le Parti vert du Canada, étant donné qu'elle est bilingue. C'est ce qui conclut un peu toute cette histoire du Canada noir. Malheureusement, je n'ai pas pu nommer tous les événements qui se sont produits au niveau de cette communauté-là. Vraiment, je pense que
vraiment, je pense qu'il faut qu'on se souvienne de ces personnes-là parce que c'est un peu du patrimoine canadien qu'il y a dans cet ADN, des Afro-Canadiens. Ils ont un peu, moi je dirais, le un tiers du patrimoine canadien parce que l'autre tiers, c'est les Blancs, l'autre tiers, c'est les Autochtones. Alors donc, vraiment, on a réellement, vraiment, je vous dis, vraiment, il faut se souvenir le mois de février que tout ce que je vous ai dit, il faut s'en souvenir parce que ça fait partie de l'histoire du pays du Canada en question. Et ils ont une histoire vraiment tout à fait exceptionnelle. Alors donc, je vous dis pour une prochaine fois, le mois prochain, pour une autre vidéo sur la série Made in Canada. Et vraiment, j'ai très hâte de vous retrouver. Et vraiment, si vous avez aimé cette vidéo-là, vraiment, mettez un pouce en l'air ou encore me mettre un commentaire si euh, peut-être vous posez la question, selon vous, dans les deux parties de vidéo, quel a été votre moment, le fait historique que vous ne saviez pas ou que vous préférez dans l'histoire des Afro-Canadiens parce qu'il y en a tellement. Et ça m'intéresserait de vous lire. Alors donc, vraiment, au mois prochain.